BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. C'est l'heure d'aller retrouver Grégory Volokin, président du Mescart Financial Services à New York. Grégory, bonjour, merci d'être avec nous encore aujourd'hui dans Intégral Bourse. Où en est-on sur le marché américain au moment où l'on se parle, Grégory? Où en sont les indices? On peut dire que ces indices rebondissent un tout petit peu et qu'en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'ils rebondissent sur des niveaux techniques. Alors, c'est toujours important de rebondir sur un niveau technique, mais c'est aussi très dangereux parce que si on n'arrive pas à rebondir sur ce niveau technique, c'est l'inverse qui peut se passer. On va passer en dessous. Alors, quel niveau technique je décris en ce moment? Sur le SP500, c'est la moyenne à 50 jours. Et sur le Dow Jones, encore beaucoup plus regardé, c'est la moyenne à 200 jours, au-dessus de laquelle le Dow Jones était depuis des années. Donc c'est pour ça que ces niveaux sont relativement importants. C'est normal qu'après quelques jours et pratiquement plus d'une semaine de baisse, ces indices rebondissent, mais je dirais on est très très loin là de sentir de l'appétit chez les investisseurs. Ils continuent à être quand même assez inquiets vis-à-vis des mesures de rétorsion commerciale, vis-à-vis de la politique commerciale avec la Chine, avec l'Europe. Enfin, rien n'est résolu. Le discours de Trump n'est pas en train de s'adoucir et des mesures risquent d'arriver d'ici la fin de la semaine. Donc l'inquiétude reste et ça explique pourquoi c'est pas vraiment l'enthousiasme sur les marchés ce matin. Justement, Grégory, c'est encore le flou autour de ce document qu'on attend pour la fin de semaine, un document du Trésor américain qui donnerait des précisions sur l'encadrement des investissements étrangers dans les entreprises américaines. Mais là, on a un peu l'impression que Washington souffle un petit peu le chaud et le froid autour de ce document. On peut dire ça, ou bien on peut même dire qu'il y a une très grosse dissension à l'intérieur de l'équipe de Trump, de la Maison-Blanche, puisque d'un côté, vous avez tout un groupe qui voudrait que ces mesures concernant les investissements ne concernent que la Chine, parce que c'est vrai que la Chine a souvent abusé d'investissements dans certains domaines pour voler de la propriété intellectuelle, ça tout le monde le sait. Par contre, il y a un autre groupe dans cette Maison-Blanche qui veulent que ces investissements soient en fait limités à tous les pays, même l'Europe, et qu'il y ait donc une sorte de droit de regard augmenté du gouvernement sur tous les investissements qui seraient faits dans un grand nombre de secteurs aux États-Unis. Donc je dirais le flou est un peu partout et hier on a vu suite à des déclarations que les marchés rebondissaient un peu et je dirais d'un côté si ce n'est que la Chine ça va, mais si alors maintenant on s'en prend à tous les pays du monde, c'est vrai que ça pose un problème assez fondamental et ça inquiétera encore un peu plus les marchés. Et Donald Trump, il s'en est pris aussi directement à Harley Davidson. Qu'est-ce qu'il a dit le président américain Harley Davidson qui a fait savoir qu'il pourrait délocaliser? Qu'est-ce qu'il leur a répondu le président américain? De la part d'un président, c'était assez extrême ce qu'il a répondu parce qu'il a dit Harley Davidson, puisque vous faites ça, c'est le début de la fin. C'est déjà pas mal de le dire. L'autre chose qu'il dit, c'est que vous allez délocaliser, moi je vais vous taxer encore plus sur les motos qui vont revenir aux États-Unis. Et en plus, il en rajoute encore en disant, de toute façon, les Américains, ils vont pas acheter vos motos si elles sont pas fabriquées aux États-Unis. Donc c'est tout à fait du Trump, très très populiste, mais avec un discours qui attaque directement des entreprises qui en fait sont pas là seulement pour plaire au président. Ces entreprises, elles sont là à la fois pour défendre leur part de marché, défendre leurs employés et créer de la valeur. Et c'est clair que pour Harley Davidson, toutes ces taxes à l'importation, à l'exportation, etc., plus la hausse en plus du prix du métal, il faut pas oublier, c'est pas très positif pour eux. Tout ça, c'est très négatif, c'est normal qu'ils se défendent. Grégory Volokin, au cœur de l'actualité aussi aujourd'hui, il y a General Electric, bien entendu, qui sort du Dow Jones. On en avait déjà parlé la semaine dernière avec vous, mais c'est aujourd'hui officiellement. Et puis General Electric qui va externaliser sa division santé et sortir aussi du capital de Baker Hughes, sa filiale de services pétroliers. L'annonce a été faite aujourd'hui. Oui, en fait, c'est une énorme réorganisation. Si on était méchant, on dirait que c'est un démantèlement, puisque en fait, ils vont se séparer d'activités qui représentent plus de 30% de leurs revenus et pratiquement 25% de leurs profits. Alors, pourquoi? Tout simplement que ce conglomérat qui avait été construit par Jack Welch, suivi par Immelt, ça ne fonctionnait plus du tout.
pour une raison assez simple, en fait. Ce conglomérat était devenu une espèce de boîte noire. Ça fait très longtemps qu'on comprend plus rien à la comptabilité de General Electric. C'est géré un tout petit peu comme un hedge fund. Leurs activités financières, qui en fait étaient la moitié des revenus, petit à petit, ils s'en sont séparés. Ils sont restés collés avec les activités dans la production de pétrole, au moment où le pétrole et le cours du pétrole ont baissé le plus. Donc, ils essayent de s'en sortir d'une façon qui était relativement attendue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent petit à petit du secteur de la santé. Pourquoi? Parce que le secteur de la santé, il y a quand même des multiples plus élevés. Ils vont d'abord en donner 20% aux actionnaires et le reste petit à petit, en espérant que ça va créer de la valeur pour les actionnaires. Ils vont se séparer aussi de tout ce qui est production d'énergie au niveau du pétrole, donc les services pétroliers. Ils avaient plus de 60% de Baker Hughes. Et vous me dites, qu'est-ce qui va rester? Pas grand-chose en fait. Il va rester les moteurs d'avion, il va rester la production d'énergie alternative et d'électricité. Donc, d'une des plus grandes compagnies industrielles américaines, il va pas rester grand-chose. Ils vont essayer de rembourser un peu leurs dettes. Ils sont très endettés. Ils vont essayer de compenser les 15 milliards qu'il manque à leur fonds de pension. Ils ont aussi énormément d'argent qu'ils doivent mettre pour leurs activités d'assurance. Donc, s'il y a un petit soupir de soulagement aujourd'hui chez certains investisseurs, la voie n'est pas très très claire pour l'avenir. Et le temps nous dira si en fait General Electric, en étant beaucoup plus petit, retrouvera à la fois de la lisibilité, de la croissance et surtout, est-ce que ça sera une compagnie qui sera viable dans sa nouvelle forme? Et puis un petit mot enfin, Grégory Volkin, d'American Express et de cette importante victoire à la Cour suprême. De quoi s'agit-il, Grégory? Oui, c'était intéressant parce que ça fait 10 ans que ça traînait. Alors qu'est-ce que les concurrents et les magasins reprochaient à American Express? Les magasins qui utilisent les terminaux de carte de crédit, ils disaient tout simplement, mais American Express nous coûte beaucoup plus cher quand un client vient pour faire un achat. Donc on aimerait pouvoir lui proposer ou lui dire, mais si vous achetez avec Visa, si vous achetez avec Mastercard, ça sera avantageux pour vous. Évidemment, ça sera avantageux pour le vendeur aussi. Sauf que là, la Cour suprême a dit non, pas du tout. Si American Express fait des tarifs plus élevés pour les compagnies et les magasins qui l'utilisent, c'est pour une raison toute simple, c'est que les utilisateurs d'American Express dépensent beaucoup plus d'argent avec leur carte de crédit que les utilisateurs de Visa ou de Mastercard. C'est relativement fallacieux, mais en fait, en attendant, c'est quand même l'argument d'American Express qui a triomphé. C'est important pour eux. C'était une menace qui planait depuis longtemps, parce que imaginez, si vous arrivez avec une carte de crédit American Express et que le magasin vous dit, écoutez, si vous utilisez Visa, on vous fait un rabais, évidemment, ça a été très mauvais pour le business d'American Express. Donc, c'est une victoire importante pour eux, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, c'est les faits qui comptent. Une victoire importante pour American Express à la Cour suprême des États-Unis. Merci beaucoup Grégory Volkin, président de Mescart Financial Services, d'avoir été avec nous sur BFM Business. On est en ligne avec Frédéric Rosier, responsable portfolio